Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Arjakovski, je travaille ici au Collège des Bernardins et je suis heureux de pouvoir modérer cette table ronde au Collège des Bernardins qui a un titre passionnant, je crois. Le temps est-il venu de réhabiliter la métaphysique? Et cette table ronde est partie d'un événement, la sortie d'un livre, du dernier livre de Jean-Marc Ferry, Métaphysique, le sens commun au défi du réel. C'est un livre absolument passionnant et qui répond aux grandes questions qu'on se pose aujourd'hui, à une époque de pandémie, à une époque où chacun comprend qu'il est confronté à des questions existentielles fortes et où aussi on parle de plus en plus de métaphysique. Pas plus tard qu'hier, je lisais un article de Bernard-Henri Lévy qui s'appelle La métaphysique de l'affaire Halimi, au sujet de cette personne, Suzanne Halimi, qui a été tragiquement assassinée, un crime antisémite, et qui n'aura pas de jugement. Et donc voilà, ça provoque beaucoup de débats. Et le titre de l'article m'a frappé, Métaphysique de l'affaire Halimi. On a besoin de questions existentielles, de réponses fortes aux grands enjeux d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir accueillir Jean-Marc Ferry avec nous pour qu'il puisse nous parler de ce livre Métaphysique, le sens commun au défi du réel, qui est publié donc en 2021 aux éditions du Cerf. Je précise donc que ce débat est sur Facebook, sur YouTube. Donc, je salue tous nos auditeurs et je leur propose de réagir sur le chat et de nous envoyer vos réactions, vos commentaires qu'on peut suivre directement sur l'écran. C'est un débat donc en présence de Jean-Marc Ferry, qui est philosophe, également avec Magali Crozet-Calisto, qui est psychologue, et du père Ulrich de Gélis, qui est théologien. Alors, je vais les présenter chacun brièvement. Pour commencer, Jean-Marc Ferry est donc philosophe. Je me souviens avoir accueilli Paul Ricoeur à Moscou en 1997. Et Paul Ricoeur disait que pour lui, Jean-Marc Ferry représentait l'avenir de la philosophie en France. Et il l'a redit. C'était, je crois, un de ses derniers articles avant de décéder, un article sur le livre de Jean-Marc Ferry qui s'appelle Les Grammaires de l'intelligence, qui est paru aux éditions dans la revue Esprit, dans lequel Paul Ricoeur explique tout le bien, raconte tout le bien de ce qu'il pense de ce livre, qu'il considérait comme un livre très puissant. Mais Jean-Marc Ferry est également un philosophe connu en Europe puisqu'il a été proche de Jürgen Habermas. Il a également enseigné dans plusieurs universités européennes, à l'Université libre de Bruxelles, à l'Université de Nantes, à l'Université de Paris 4, professeur invité à Paris 4, mais aussi au Collège des Bernardins. On est très heureux que Jean-Marc Ferry ait accepté de donner plusieurs séminaires, notamment sur un séminaire du pôle de recherche des Bernardins portant sur les nouveaux paradigmes pour une société juste. Jean-Marc Ferry est l'auteur d'une trentaine de livres sur les questions européennes, l'idée d'Europe par exemple, sur la question de la philosophie de la communication et de la relation. Et d'une certaine façon, ce livre Métaphysique, c'est un peu la synthèse de plusieurs ouvrages, dont le dernier, si je ne me trompe pas, de 2019, Qu'est-ce que le réel, mais aussi plusieurs livres sur philosophie et religion. Jean-Marc Ferry est un philosophe qui n'a pas peur des questions de foi. Pour lui, la foi n'est pas étrangère à la question de la rationalité. Et donc, forcément, ça nous intéresse d'en parler au Collège des Bernardins. Je présente également donc, Magali Crozet-Calisto. Merci d'être avec nous pour la première fois au Collège des Bernardins. Oui, merci. C'est un grand plaisir. Merci de votre invitation. C'est un plaisir pour nous. Vous êtes donc psychologue, addictologue. Vous faites partie du cabinet SOS Addiction qui se trouve à Paris. Vous êtes conseillère scientifique également, Oui. de conseillère addiction. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur les questions de sexualité Oui. et également un livre très personnel sur la fin de vie qui s'appelle Une fin de vie volée, qui est paru aux éditions Le Bord de l'eau.
Ulrich de Gélis est prêtre catholique, directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Ulrich de Gélis, vous faites partie de la communauté de l'Emmanuel et vous avez publié un livre important aussi en 2020 qui s'appelle Veritas Existentia Christi, étude du concept de vérité dans la dogmatique ecclésiale de Karl Barth. Ce qui vous positionne en théologien écuménique, puisque Karl Barth est un des grands théologiens protestants du XXe siècle. Donc merci à chacun d'avoir accepté de participer à ce débat. La question donc, que nous nous posons, c'est: le temps est-il venu de réhabiliter la métaphysique? On se pose cette question parce que la métaphysique a mauvaise presse. La métaphysique, depuis Heidegger, on pourrait dire, est considérée comme cette discipline qui a par trop objectivé Dieu, ou bien qui a par trop dévitalisé le concept d'être. Et donc, finalement, ni les théologiens, ni les philosophes ne se sentaient très à l'aise avec cette métaphysique comprise par les grands penseurs depuis Descartes, Spinoza, Locke, etc. Maintenant, il y a un nouveau courant dont vous faites partie, Jean-Marc Ferry, qui ose reparler de métaphysique simplement en mettant un S à métaphysique, c'est-à-dire en prenant métaphysique au pluriel. Votre grande idée que vous développez depuis plus de 20 ans, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de discours qui correspondent à plusieurs niveaux d'accès à la réalité. Et c'est la raison pour laquelle vous développez une grammaire de l'intelligence. Et 4 grammaires de l'intelligence. On va en reparler. Donc, il s'agit de réhabiliter la métaphysique en la prenant au pluriel et en prenant en compte également les avancées de la science, et notamment de la physique quantique. On a le sentiment, en vous lisant, que c'est important pour le philosophe que vous êtes, ces avancées de la science qui permettent de sortir du scientisme et du positivisme. Et puis, vous êtes également très attentif à ce que vous appelez le monde vécu des uns et des autres, et des expériences telles que les sorties hors du corps, toutes les expériences de mort. On dit impossible. Voilà, que l'on dit impossible. Donc, comment, Jean-Marc Ferry, c'est ma première question, peut-on s'appuyer sur ces données de la science, sur ces données du monde vécu, en sortant du positivisme, mais sans tomber non plus dans l'irrationalisme? Comment on fait pour finalement accéder à cette réalité avec une raison plus grande, je dirais? C'est tout le défi. Merci, cher Antoine, pour cette présentation. C'est tout le défi, non pas d'une restauration, mais d'un renouvellement peut-être de la métaphysique. À la question qui fournit l'argument de cette table ronde, la réponse est positive. Oui, il y a une actualité de la métaphysique, du moins une actualité des motifs que nous avons aujourd'hui d'en appeler à la métaphysique. Et parmi ces motifs, je dirais, c'est une intuition que je livre, une déstabilisation en cours et qui affecte notre image du monde, mais pour le dire mieux, notre notion ou notre compréhension spontanée de ce qui est réel, de ce qui n'est pas réel, de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Et je parle c'est un peu dramatique, mais d'une impression pré-apocalyptique au sens étymologique du mot apocalypse, c'est-à-dire l'idée de dévoilement, de révélation. Il y a en effet comme une précipitation aujourd'hui de révélations en nombre ces 30 dernières années, et des révélations qui sont perturbantes et qui viennent, là, pour rebondir sur votre réflexion, qui viennent pour partie des découvertes récentes de la science, et aussi pour une autre partie de témoignages, d'expériences vécues, que l'on peut dire extraordinaires, que l'on dit parfois impossibles, que parfois on renvoie au paranormal, mais qui frappent à la porte, si je puis dire, en masse, aujourd'hui, en particulier grâce au web, au réseau
dérégulée et planétaire, les expériences et les témoignages se rencontrent, se confirment, se confrontent, cela crée comme une opinion parallèle, en quelque sorte, qu'il faut prendre au sérieux. Mais j'y reviendrai, deux sources en tout cas, deux sources de cette déstabilisation en liaison avec cette impression pré-apocalyptique dont je parlais. Les annonces récentes, je vais vous donner juste quelques exemples de la science qui peuvent déstabiliser notre image du monde. C'est par exemple, il y a de cela, voyons, un peu plus de 25 ans maintenant, en 1995 pour être précis, la découverte d'une exoplanète tellurique orbitant autour d'un astre solaire. Et puis, peu de temps après, c'est quelques milliers. Et puis maintenant, on pense quelques millions, pour ne pas dire quelques milliards, sans compter le fait qu'il y a quelques milliards de galaxies. Je pense il y a pas plus de 30 ans, documentaires, je suis friand de documentaires de vulgarisation scientifique en astrophysique ou sur la nature, où l'on nous disait avec un petit peu de pathos, un petit peu d'émotion, on nous parlait de cette petite planète bleue qui est la seule à abriter la vie dans l'univers. Eh bien voilà, c'est ce qu'on pensait. En dépit de la révolution copernicienne, en dépit de la révolution einsteinienne, nous restions ptoléméens dans notre imaginaire, encore géocentrique. Et puis tout ça, ça éclate. Alors, il y a aussi, beaucoup plus récemment encore que la découverte des exoplanètes, il y a aussi, mais c'est plus confidentiel, mais tout aussi important, toujours dans le domaine de la physique, ou de l'astrophysique, ou de la cosmologie, c'est la découverte des ondes gravitationnelles, qui sont des ondes de rien, jusqu'à preuve du contraire, des ondes de courbure de l'espace. Et ça, c'est très décoiffant, si je veux dire, c'est presque un scandale métaphysique. Mais il n'y a pas que cela aussi. Ça, c'est l'horizon, dirais-je, cosmologique dans la dimension spatiale. Cet horizon dans la dimension spatiale s'élargit d'un coup, considérablement. Mais dans la dimension temporelle, notre horizon, dirais-je, historique, grâce à des découvertes archéologiques récentes qui nous mettent devant le fait scandaleux que la civilisation humaine remonte bien au-delà de Sumer. Vous avez notamment le cas en Turquie du Sud-Ouest, non loin de la frontière syrienne, de Göbekli Tepe. Certains datent à 10 500 ans d'ancienneté, d'autres à 12 000 ans, mais enfin en gros 7 000 ans avant Stonehenge. Et c'est une civilisation établie dans la pierre, avec temple, écriture, sans parler des artefacts sous-marins que l'on découvre maintenant dans les Açores, dans le Pacifique ou au large de la Floride. Alors, tout ça, et qui nous renvoie, d'après les hypothèses que l'on peut faire en fonction du niveau d'eau à l'âge glaciaire, à des datations beaucoup plus éloigné encore, dit-on, entre 26 000 et 41 000 ans. Donc, tout ça s'ouvre d'un seul coup, notre bulle de réalité éclate sous ces annonces scientifiques venant notamment de la physique théorique, mais pas seulement, la cosmologie, et aussi bien aussi d'ailleurs la biologie et la chimie aujourd'hui, que de l'archéologie, en dépit des résistances, j'ose le dire, des archéologues. Parce qu'il y a quand même des consensus relativement fermés, comme dans toute institution, la science aujourd'hui, la religion hier, qui entend détenir la vérité, elle a ses dogmes et ses anathèmes. Alors, et ces consensus plus ou moins fermés. Et puis, il y a l'autre source, outre la science, outre ces annonces décoiffantes, si j'ose dire, de la science, il y a aussi ce dont vous parliez, c'est-à-dire ces témoignages qui se rencontrent, qui se cumulent, des expériences vécues extraordinaires. Là, alors, il y a une efflorescence d'acronymes avec EMI, NDE, EFM, EMC, TCI, pardonnez-moi, PAN, etc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce que je retiens, surtout ce qui me semble important, et à peu près avérés. Ce sont des phénomènes avérés, même si les faits ne sont pas établis du point de vue de la méthodologie positive des sciences expérimentales. Les phénomènes sont avérés, même si les faits ne sont pas établis. Par exemple, les expériences dites aux frontières de la mort. Le père François Brune préfère dire les expériences de mort provisoire. Alors, quelle que soit l'expression, vous voyez ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Ce sont des expériences tout à fait étonnantes et qui d'ailleurs peuvent apporter parfois des preuves de leur authenticité.
Et puis, il y a ces états modifiés de conscience, comme les sorties hors du corps. Il y a encore tous les phénomènes plus classiques de prémonition, de voyance à distance, télékinésie, télépathie, des synchronicités, c'est-à-dire des coïncidences trop improbables pour être le fait du hasard, entre une préoccupation interne et un événement extérieur qui surgit, qui correspond et qui semble répondre à cette préoccupation interne. Cela, je dirais qu'il est temps de prendre au sérieux. Ces phénomènes ne peuvent pas être renvoyés d'un haussement d'épaule avec le maître mot carabistouille des esprits forts, mais pas assez pour regarder le réel en face. Là, le scepticisme aujourd'hui, comme dit d'ailleurs avec un certain humour Didier Van Cauwelaert, auquel on peut se référer, puisqu'il a écrit 2 dictionnaires de l'impossible, c'est-à-dire qu'ils font état de ces expériences extraordinaires ou dites impossibles. Il dit le scepticisme est devenu ringard, parce qu'il y a trop de faits, et qui s'accumulent. Alors, il y a aussi, s'ajoute au fond, le fait que, dirais-je plus lointain, en ce qui concerne la science, pour y revenir, c'est comme si, c'est une impression, n'est-ce pas, ça se discute, mais il me semble que, voyez-vous, les 2 grandes révolutions qui ont été opérées au début du XXe siècle dans la physique théorique, c'est-à-dire sur les 2 volets, l'infiniment grand avec la théorie de la gravitation et de la relativité générale, l'infiniment petit avec la théorie des particules quantique et la mécanique quantique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme si ces 2 grandes révolutions, qui datent bientôt, chiffreront d'un siècle, eh bien, elles produisaient leur onde de choc aujourd'hui dans nos mentalités. Il y a un certain retard, n'est-ce pas, comme on dit, des mentalités par rapport aux découvertes scientifiques, mais cela nous pose fortement la question, retour en quelque sorte, de la question princeps, de la question première de la métaphysique. Qu'est-ce qui est vraiment ? Qu'est-ce que c'est que être? Ti esti einai, demandaient les premiers philosophes avant Platon, n'est-ce pas? Et cette question fait retour. Donc, pour nous résumer, donc, il y a 2 sources principales de déstabilisation, notre image du monde, ou notre, comme on dit dans le jargon, précompréhension ontologique, c'est-à-dire notre compréhension intuitive de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de ce qui est réel, de ce qui n'est pas réel. Et 2 sources, donc la recherche scientifique et les expériences vécues, comme vous le disiez. À ces 2 sources correspondent 2 défis. Mais j'aimerais juste terminer sur ce point en essayant de les expliciter un peu. Le défi que représentent ces nouvelles annonces, de même que le prolongement, parce que ces annonces s'articulent sur la grande révolution du XXe siècle de la physique théorique, n'est-ce pas? Ce n'est pas abandonné, même si, loin de là, même si ces 2 volets sont toujours pas rendus compatibles entre eux, tout s'articule là-dessus. Et donc la question qui se pose par rapport à cela, c'est, je parlais d'un défi, le défi que lance de ce fait la science, sous-entendu avec ses vérités contre-intuitives. Par exemple, l'espace se contracte, le temps se dilate, le temps avec ses époques présent, passé, futur, ça n'est rien, ça n'existe pas. La matière, c'est comme rien. Comme on dit du côté de la physique de la mécanique quantique. Pourquoi? Parce que 99,9999% c'est du vide. Et puis si vous zoomez sur les 0,0001 qui restent, c'est des vibrations. Donc la matière est comme rien. Et vous avez plein d'autres vérités comme celle-là. Je pourrais les énumérer, mais je ne veux pas abuser du temps qui m'est ici imparti. C'est un défi qui est lancé par la science à la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie veut toujours réconcilier, en quelque sorte, le réel avec ce qui est pensable. Et ce défi, c'est donc le défi que représente la disjonction à laquelle nous sommes affrontés aujourd'hui, la disjonction entre le possible et le pensable. C'est-à-dire que l'impensable devient scientifiquement possible. Et là, c'est un vrai défi à la philosophie. Et puis il y a l'autre défi, le défi que pose le monde vécu, les expériences vécues décoiffantes, impossibles, extraordinaires, comme vous voudrez les nommer,
à la science, parce que la science est sommée, d'une certaine façon, en tout cas interpellée, pour répondre, pour donner des explications. Il ne s'agit pas de hausser les épaules ou de dire « oh, c'est pas prouvé », etc. Maintenant, je dirais que un scientifique qui n'est pas interpellé par ces anomalies et qui ne cherche pas à les expliquer n'est pas un vrai scientifique. La science doit s'ouvrir. Comme on disait d'une société, qu'elle doit être ouverte plutôt que fermée. La science doit être ouverte plutôt que fermée. Alors ce défi-là, n'est-ce pas, ce n'est plus le défi de la disjonction du pensable et du possible, c'est un autre défi très intéressant, mais de la conjonction de l'incroyable et de l'irrécusable. De l'incroyable, pourquoi ? Eh bien, parce que les témoignages font état de phénomènes qui heurtent notre précompréhension ontologique, et cela de façon frontale, tandis que le contrôle scientifique de la validité de ces expériences est rendu très très difficile parce que ces expériences ne se coulent pas naturellement dans la méthodologie des sciences positives, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas, elles ne relèvent pas du champ du reproductible. Pour la plupart d'entre elles, pas toutes, mais pour la plupart d'entre elles. Alors, donc, pardon. Oui. Simplement, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment réagissent également Ulrich de Gélis et Magali Creuset-Calisto. Oui. Sur cette question de l'incroyable, j'imagine qu'un théologien doit se réjouir de ces évolutions scientifiques qui permettent d'avoir un nouvel accès au réel ou pas. Bien sûr. En tout cas, je ne sais pas s'il faut se réjouir, car ce serait déjà prendre position. Mais je crois que, et ça ne veut pas dire que je ne me réjouis pas de cela, mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on retrouve ici une intuition, me semble-t-il très ancienne, que nous avons déjà finalement consignée dans les Écritures saintes à propos du monde. J'ai été frappé en préparant aussi cette table ronde, après la lecture de votre livre, Métaphysique au pluriel. J'ai été retrouvé un petit peu dans le vocabulaire, le lexique hébraïque, comment est-ce qu'on parle du monde. Et je trouve très intéressant la conjonction de deux mots. Évidemment, le monde, il y a la terre, Eretz, ça c'est quelque chose d'assez connu, c'est pas là-dessus que je vais m'attarder, mais c'est plutôt la conjonction de deux autres mots que je voudrais ici rapatrier parce que je crois que ça peut apporter un éclairage. Le premier mot est Olam. On parle du monde comme Olam, et Olam signifie ce qui est secret et qui doit advenir à la lumière, ce qui est un mystère. Olam, ça aussi la durée, ça aussi une connotation de durée. Olam, c'est la durée de la création. Donc c'est un temps extrêmement long dans lequel le monde va progressivement à son illumination. Donc ça dit déjà que pour la conscience juive, et pour la conscience hébraïque en tout cas, le monde est mystérieux. Et ça qualifie le monde de mystère. Aucune prétention là-dedans de connaître la totalité des arcanes de ce monde, mais peut-être d'abord une certaine attitude qui est par là convoquée, qui est l'accueil tout simplement de ce que le monde a à produire. Et puis justement, le monde produit. Le deuxième mot, c'est tevel. Tebel, qui est construit sur la racine d'un mot qui signifie production, qui veut dire aussi engendrement. Alors, ce n'est pas le mot tolédote, vous savez que le mot tolédote apparaît dans l'écriture, et qui va traduire, qui va séquencer les engendrements du ciel et de la terre, et à ce moment-là, on fait référence à la production des êtres. Mais Tevel, c'est le fait que le monde, comme par lui-même, un peu comme un sein maternel qui jamais ne se rassasie d'enfanter, le monde qui par lui-même va produire ses propres créatures. Olam et Tevel insistent tous les deux quand on les conjoint, l'un avec une ligne plutôt, je dirais, noétique, du mystère qui apparaît et que nous avons à accueillir, l'autre avec une ligne plutôt ontologique, je veux dire Tevel, qui est, voilà, nous invite, en tout cas, invite l'homme biblique à se situer devant le monde comme quelque chose de radicalement inconnu. Alors là, je crois que c'est extrêmement intéressant.
Parce que précisément, c'est un petit peu ça qu'on retrouve avec les expériences des sciences physiques, de la nouvelle physique, de ces expériences décoiffantes, de la conjonction de l'irréfutable et de l'improbable, de l'impensable et du possible. Avec toutes ces choses-là, en fait, que découvrons-nous ? Nous découvrons que le monde, finalement, est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. Pascal était déjà effrayé par ces espaces infinis du monde sous un autre rapport. Mais il y a quelque chose de là, une expérience, j'ai envie de dire, quasiment architectonique, en réalité, qui fait que quelque part, le monde est mystérieux. Et je voudrais rajouter une autre chose. C'est que le théologien que je suis, là, pour le coup, se trouve très interpellé. Parce que parler du monde comme mystère, c'est parler du monde davantage que comme si c'était simplement une énigme, ou simplement comme si jamais c'était des équations métaphysiques à résoudre, ou des équations physiques à résoudre. Non, parler du monde comme mystère, c'est indiquer comme dans cette question-là une dimension nouvelle. Il y a quelques années, un théologien a publié un livre très intéressant qui s'appelle « Dieu, mystère du monde ». Alors le monde serait-il divin ? Ça, c'est une vraie question. De quel mystère parlons-nous ? Là-dessus, la théologie a évidemment profondément réfléchi. Elle n'a jamais, je crois, disqualifié, sauf peut-être dans ses heures les plus réductrices, le caractère mystérieux de ce monde. En même temps, elle a toujours considéré que ce mystère du monde n'était pas encore le mystère à créer. Et que s'il y avait quelque chose de mystérieux dans le monde, comme de ce saint qui jamais ne se rassasie d'enfanter, ces productions des êtres extraordinaires, et ce mystère du monde qui progressivement vient à la lumière, eh bien la théologie comprend ça un peu comme une propédeutique, un mystère plus grand. Et je fais évidemment référence à ce que l'on appelle en théologie l'analogia entis, évidemment l'analogie de l'être, et qui considère que le monde est comme un vestigium Dei, comme quelque chose, la trace d'un auteur plus grand, plus mystérieux encore, et dont le mystère du monde n'est qu'une trace. Est-ce que nous oserons nous laisser décoiffer justement par ces expériences improbables ? Est-ce que nous oserons redécouvrir que dans le monde, les choses ne sont pas aussi fixes et sereines que nous l'aurions cru ? Est-ce que nous oserons découvrir que ce monde, peut-être notre conscience familière du monde, avait tenu peut-être replier sur elle-même des dimensions oubliées, et je pense en particulier à la dimension de l'immatériel ou de l'esprit, qui est bien présente dans votre livre. Et si nous découvrions ça, à quel surcroît d'aventure serions-nous convoqués ? Voilà ce que pose comme question le théologien. Et sous ce rapport-là, oui, je me réjouis que le monde, de nouveau, devienne mystérieux. Merci Ulrich. Comment une psychologue, une représentante des sciences humaines réagit par rapport à ce chambardement finalement du rapport au réel et de cette approche que présente Ulrich de Gélis d'un rapport mystérieux au monde? Oui, alors le monde comme mystère, c'est exactement ce qu'on peut retrouver dans les métaphysiques de Jean-Marc Ferry, parce qu'il explique à quel point la métaphysique, finalement, dans son livre, et vous me reprenez si besoin, mais la métaphysique et les métaphysiques actuelles ne sont pas un retour à la métaphysique classique de Parménide, Hegel, en passant par Aristote. Tout à l'heure, vous citiez Descartes aussi, mais que la métaphysique aujourd'hui ouvre en fait un pas qui va partir des bornes de nos perceptions, en tout cas des bornes du réel, que la science essaye d'élargir. La science, on a besoin de la science fait des choses extraordinaires, et on a besoin de la recherche fondamentale parce qu'on ne connaît pas tout, et notamment les ondes gravitationnelles est un exemple probant, mais qu'à partir de ces découvertes, donc de faits avérés scientifiques,
on a quand même à côté des phénomènes, alors de faits établis, on va dire plutôt scientifiques, on a quand même des faits avérés qui se passent dans notre monde quotidien. Et c'est là où on rejoint les sciences humaines et notamment la psychologie. C'est qu'on voit qu'il se passe des choses, notamment si on prend l'ordre du symptôme en médecine ou en psychologie, et les psychanalystes connaissent bien ça. On a un symptôme qu'on peut expliquer de manière clinique, de manière médicale, mais si on ne va pas voir derrière ce symptôme, si on ne fait pas l'anamnèse auprès du patient, on va rater une partie du diagnostic. Et c'est tout l'intérêt de l'approche médico-psychologique. Et dans les métaphysiques de Jean-Marc Ferry et sa philosophie, on voit à quel point finalement il y a une question sur nos représentations du monde qui est en jeu. Parce que pourquoi le réel dépasse parfois l'entendement scientifique actuel. Pour ça qu'on a besoin de recherche fondamentale. Et puis, il nous invite à relativiser nos présupposés, du coup, nos préjugés, et à sortir de ces bornes du réel, notamment dans son livre précédent « Qu'est-ce que le réel ?», on pouvait déjà retrouver ça, qui vont s'appuyer sur une systématique, au sens philosophique du terme, on en parlera peut-être après, avec des architectures, des grammaires, comme vous le disiez tout à l'heure, qui vont permettre de comprendre. Mais j'aimerais prendre un exemple en sciences humaines pour aussi donner un autre éclairage sur le monde comme mystère. Il y a une école picturale au début du XXe siècle qu'on a nommée la Scuola Metafisica, l'école métaphysique, qui a été construite par Giorgio de Chirico, son frère Alberto Savigno, et le peintre romancier aussi Carlo Carra et Filippo De Pisis. Ils se sont tous retrouvés à Ferrare. D'ailleurs, le musée de Ferrare regorge de peintures métaphysiques. Et ces peintures expriment quoi? Elles expriment le réel avec la géométrie, les espaces, le temps, des ombres, des objets du quotidien assemblés les uns aux autres. Mais quand on regarde ces tableaux, on est presque dans un état de sidération, parce qu'on comprend, mais on voit qu'on ne comprend pas tout. Et grâce à la peinture métaphysique, la pittura metaphysica, les penseurs, donc là c'est tout champ disciplinaire aux alentours de 1918, 1920, 1925, notamment les surréalistes, se sont emparés de ça. Je pensais à Magritte aussi. Exact, voilà, ça a donné ensuite Magritte, Delvaux, Max Ernst, bien sûr. Et donc, tous des champs des sciences humaines ont pu s'emparer de ces mystères qui sont là. Donc, on part bien du réel, on ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. On part du réel, mais on n'a pas les mots pour tout imaginer ou pour tout penser. Donc, il s'agit d'intuition. Et c'est Jean-Marc Ferry, quand vous dites un défi porté à la science et un double défi, un autre porté à la philosophie, c'est peut-être ça, c'est comment faire de nos intuitions, et ô combien en psychologie il faut qu'on s'en serve de ces intuitions, pour essayer d'aller au-delà, non pas pour sonder un au-delà, mais pour aller au-delà de la vérité de l'être. Et donc là, on touche l'ontologie. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans votre livre, parce qu'il y a aussi un sens herméneutique humble, c'est qu'on ne sait pas tout. Et la science est nécessaire, mais aussi, si on prend en considération les témoignages, les phénomènes donc, que vous appelez phénomènes avérés, alors là, on peut essayer d'élargir. Élargir quoi? La pensée, la compréhension du monde et la psyché humaine. Merci. Vous voulez réagir à cette réaction de Magali Creuset-Calisto, Jean-Marc? D'abord, vous remercier l'un et l'autre pour ces échos que vous donnez. En effet, en partant d'ailleurs de ce que vous avez dit sur ce mystère du monde, et quand je parlais d'Apocalypse, il ne s'agissait pas de dévoiler le réel, mais plutôt de dévoiler les énigmes du réel. Ce qui invite, dirais-je, plutôt qu'à une réponse spéculative pour essayer de dissiper l'énigme, une réponse pratique. C'est un appel à la confiance dans le réel, sans déposer pour autant la raison, comme on parlait de déposer un roi en le dépouillant de sa souveraineté. Il ne s'agit pas de cela, n'est-ce pas? Mais
c'est cette confiance dans le réel qui, à mon avis, se trouve aux marches. Et je réponds aux théologiens, à mon avis, à mon humble avis, qui n'est pas celui d'un théologien, c'est cette confiance dans le réel qui nous situe aux marches de la foi. La foi étant beaucoup plus affaire de confiance que de croyance. Parce qu'aujourd'hui, croyance, si on oublie l'étymologie, c'est très beau, n'est-ce pas? Puisque c'est le credo, c'est donner son cœur de confiance, n'est-ce pas? Puisque cré, c'est du vieil indo-européen, c'est le cœur, n'est-ce pas? Mais si on oublie cette étymologie, on ramène la croyance à l'opinion. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose que la confiance dans le réel. Je voudrais remercier très vivement Magali Crozet-Calisto d'avoir saisi en profondeur mon geste et en introduisant par cette distinction entre phénomènes avérés et faits établis et en montrant que pour elle en tant que thérapeute et du point de vue de la psychologie ou d'autres disciplines afférentes comme la dictologie ou la sexologie, nous avons affaire à des symptômes, ce qui engage une démarche herméneutique qui elle-même, si l'on veut aller loin en profondeur, dans les profondeurs cryptées, eh bien, fait appel à différentes grammaires, et en particulier des grammaires plutôt archaïques, qu'il ne faut pas sous-estimer, comme la grammaire évocationnelle des associations d'images. Alors justement, Jean-Marc, là on passe à la deuxième partie de notre discussion qui est la partie peut-être la plus difficile. J'invite les auditeurs à être particulièrement concentrés, mais importante, parce qu'on va parler là du fond de votre pensée métaphysique qui consiste à expliquer qu'il y a plusieurs niveaux de conscience en l'homme, en l'être humain. Un niveau symbolique, un niveau indiciaire, un niveau critique, un niveau pragmatique. Et ces différents rapports au monde s'expriment dans la grammaire. C'est la grammaire qui est universelle, qu'on trouve en Chine comme en France, qui permet d'exprimer ces différents rapports au monde. Et ça, je pense que c'est très important que vous puissiez nous expliquer cette dimension universelle de votre pensée, parce que c'est elle qui permet... Alors, vous vous appuyez sur Gustave Guillaume, sa chronogenèse verbale. C'est pas toujours évident à comprendre, mais pour vous avoir entendu justement au séminaire du Collège des Bernardins, personnellement, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, ça serait vraiment très intéressant que vous puissiez nous présenter ce que vous entendez, parce que vous terminez votre livre par l'ontologie du verbe. Votre grande idée, c'est qu'il faut sortir de la métaphysique de l'objet, sortir de la métaphysique du sujet qui a marqué la pensée moderne, pour arriver à la métaphysique du verbe, cette ontologie du verbe. Mais ça, on peut le comprendre simplement une fois qu'on a bien... compris la première étape, à savoir les grammaires de l'intelligence. Donc il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement, mais il faut, en même temps, c'est passionnant. Et permettez-moi de reprendre juste le fil de la problématique qui avait été introduite avec les deux défis, la disjonction du pensable et du possible, défi de la science à la philosophie, et la conjonction de l'incroyable et de l'irrécusable, qui est le défi du monde vécu à la science. Ces deux défis, en quelque sorte, d'ailleurs, ils se rejoignent aujourd'hui parce qu'il y a quelques francs-tireurs, quand même, parmi les scientifiques, qui ne sont pas tous dans la conformité au consensus officiel. Et ils comme essayent Philippe Guillemont, qui est venu, qui oui, est un grand physicien. Il y en a d'autres aussi, ouais. Mais Philippe Guillemont en particulier, puisque nous l'avons reçu dans le cadre du Collège des Bernardins. Donc ils cherchent tout à la fois qui ont conscience de l'insuffisance actuelle des présupposés sur lesquels repose la physique, qui sont les mécanismes et le matérialisme notamment, qui voudraient en même temps, qui ont cette ambition que d'aucuns jugeraient démesurée, mais pourquoi pas, de réconcilier les deux grands volets de la physique, de la gravité, la relativité générale et les postulats quantiques, mais qui, de ce fait, n'hésite pas à prendre en charge les témoignages d'expériences vécues impossibles. Et il s'intéresse en particulier aux synchronicités, et tout ce qui met en jeu la question du temps. Alors, cela, simplement, pour dire qu'il y a chez ces physiciens une tentative qui, à mon avis, pourrait revenir aussi à la philosophie, c'est de réaliser une cohérence globale intelligible de réel.
à partir de leur domaine, qui est celui notamment de la physique, mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui, il y a la chimie, la biologie, notamment avec cette hypothèse tout à fait fascinante des champs morphiques, chez Sheldrake notamment, n'est-ce pas? Mais alors, donc, voilà le projet qui vient non pas des philosophes, hélas, mais puisque ce serait métaphysique, et comme vous l'aviez dit, c'est quand même, on nous regarderait de travers, mais des physiciens qui, eux, n'hésitent pas à dire, moi, je vais au-delà de la physique, je vais dans la métaphysique. Mais il leur est difficile, toute révérence gardée, permettez-moi de faire ce petit pointage, il leur est difficile souvent, et même presque invariablement, d'éviter une certaine candeur philosophique. Et je dirais même une certaine naïveté précritique, avec des thèses hardies sur l'espace, le temps, la conscience, le réel, le vivant. D'où cette question. Quelles ressources une métaphysique du présent peut-elle mobiliser afin de relever le double défi d'intelligibilité d'un réel rendu énigmatique ou pour le moins problématique? Et c'est là que j'engage la justification ou la tentative de justification d'une métaphysique du verbe conçue comme, pardonnez, c'est des expressions un peu techniques, comme une ontologie grammaticale. C'est-à-dire que la grammaire, telle que nous la connaissons dans nos manuels, avec la grammaire du verbe, de la différenciation verbale, avec ses temps, ses modes, ses voix, ses aspects, ses personnes, pour moi, elle ne se réduit pas à ce concept scolaire, parce qu'il existe un concept cosmique de la grammaire. Je reprends ici la distinction que Kant avait introduite à propos de la science, dans son langage, entre ce qu'il appelait le Schulbegriff, le concept scolaire ou scolastique, et le Weltbegriff, c'est-à-dire le concept mondain ou cosmique. Et moi, je revendique un concept cosmique ou mondain, mais au sens, non pas des salons, mais au sens du monde, de la grammaire. Pourquoi? Ce serait ma première proposition, d'abord en liminaire, ce serait d'abord de renoncer à reconduire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, l'image métaphysique classique d'une unité syncrétique du monde en sa globalité. Pourquoi? Parce que nous devons faire droit, aujourd'hui, me semble-t-il, et c'est une conviction, à la différenciation des ordres du réel, c'est-à-dire à des points de vue concurrents, voire antinomiques, qui ouvrent le réel sous des aspects différents et même divergents. Et j'aimerais prendre en exemple une anecdote d'un débat entre des scientifiques hyper connus, que sont Niels Bohr, donc l'un des pères de la mécanique quantique, et puis Albert Einstein, que je n'ai pas à présenter. Et Niels Bohr lui-même donc disait en gros, je cite de mémoire simplement, que toutes les choses que nous disons réelles sont faites de choses que l'on ne peut pas considérer comme réelles. Et il disait ensuite, ce que nous croyons en ce qui concerne l'objectivité, que tout ce qui est objectif doit être indépendant de l'observation, devient obsolète lorsque l'on considère la physique quantique. Et là-dessus, Albert Einstein avait répondu comme une boutade, « J'aime à croire que la Lune est là, même quand je ne la regarde pas ». Alors, ce n'est une boutade qu'en apparence. En profondeur, il nous pose la question de la vérité. Et plus en profondeur encore, il nous met devant un véritable conflit de points de vue, une véritable, au sens kantien, d'antinomie dynamique, c'est-à-dire non pas des contradictions, non pas des contradictoires, mais des subcontraires. C'est les points de vue qui ne sont pas les mêmes et qui font que les thèses deviennent différentes. Alors, je m'explique. C'est-à-dire, vous avez le point de vue de Niels Bohr qui explique ce qui est vrai pour la physique quantique et avec des appareils de mesure, d'observation en tout cas, et de tentatives de mesure. C'est-à-dire, il développe une approche qu'on pourrait appeler instrumentale, dominée par la grammaire de la relation sujet-objet, c'est-à-dire d'une relation il, relation à un il neutre, une troisième personne. Et donc là, c'est une approche que l'on pourrait dire objectivante et qui est typique de l'approche scientifique. Mais la boutade d'Einstein, elle ne se réfère pas à cette approche-là, instrumentale. Il fait fond quand il dit cela. J'aime croire que la Lune est là, même quand je ne la regarde pas. Il fait fond sur le sens commun. Il fait fond vers une autre approche, qui est celle non pas du relation il, mais relation nous, c'est-à-dire relation je et tu en mixte, je et tu réciproque, n'est-ce pas? C'est-à-dire non pas une approche instrumentale, mais une approche communicationnelle. Et voyez-vous, c'est codé par deux relations grammaticales.
Et c'est une véritable antinomie de subcontraires. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas relativiser ces deux approches. Elles sont vraies l'une et l'autre. Et non seulement elles sont vraies, mais elles sont constitutives pour le réel. Si on ne prend pas au sérieux le caractère constitutif, pardonnez-moi, mais alors on devient relativiste. Et on manque tout à fait la valeur de l'ontologie grammaticale. Donc Jean-Marc, vous dites que la réalité, elle est indépendante du regard que je peux avoir sur elle, et en même temps que la réalité interagit avec le regard que je peux avoir sur elle. Je dirais plutôt que la réalité est ouverte à raison des rapports au monde qui eux-mêmes nous renvoient aux déterminités de la grammaire. Parce que, n'est-ce pas, quand on parle d'une approche instrumentale ou d'une approche communicationnelle, il y va de rapports au monde. Et ces rapports au monde, ils sont réglés, en quelque sorte, ils sont par un code, qui est le code des personnes pronominales, mais qui peut être aussi bien d'ailleurs le code des modes verbaux, etc. Tout va ensemble. Alors c'est ce que j'ai tenté de montrer dans le tableau, c'est qu'il y a une correspondance tout à fait claire, et même si elle est latente, entre les temps, les modes, les personnes, les aspects, les voix, c'est-à-dire toutes les catégories, si je puis dire, de la grammaire. Et cette grammaire, c'est là le point, cher Antoine, c'est là le point, c'est de prendre au sérieux l'idée que la grammaire, dans son concept, qui n'est pas seulement scolaire, mais qui est le concept cosmique, est notre ontologie, parce que c'est elle qui situe ou qui rend représentable grammaticalement nos rapports au monde. Et il n'y a pas de monde sans rapport au monde. Le monde n'est pas un concept substantiel. Le monde ne préexiste pas au rapport au monde. Le monde est constitué par nos rapports au monde. Et ces rapports au monde sont réglés ou sont codifiés en quelque sorte par la grammaire, laquelle par ailleurs ne tombe pas du ciel, parce qu'elle est engendrée, et c'est ce que vous disiez à propos de la chronogénèse verbale chez Gustave Guillaume, c'est un processus de formation qui est en même temps un processus de décantation, de différenciation à partir de l'infinitif, où il n'y a rien de différencié, n'est-ce pas, jusqu'à l'indicatif, où là apparaissent les personnes, les temps, les voix, les modes. Et ce génie de Gustave Guillaume, ce qu'il appelle chronogénèse verbale, c'est de montrer comment le verbe produit ces différenciations qui sont rien d'autre que les déterminités pertinentes pour situer nos rapports au monde et donc le monde. Donc c'est cela l'idée, n'est-ce pas? C'est que, voyez-vous, renoncer à l'image métaphysique classique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pour être moderne que je dis ça, c'est parce que de la métaphysique classico-moderne, dirais-je, aussi bien la métaphysique de l'objet ou de l'objectivité chez les anciens, qui se relie au cosmos, à la contemplation des formes éternelles, etc., que la métaphysique de la subjectivité, qui apparaît en fait avec le in nuce, avec le judaïsme antique qui se développe dans le christianisme médiéval et qui, d'une certaine façon, aboutit à la métaphysique moderne, de Descartes jusqu'à Nietzsche inclus, et ses épigones. Eh bien, cette métaphysique, qu'elle soit celle de l'objet, comme vous le disiez, ou celle du sujet, si on veut la penser aujourd'hui ou en appeler à une métaphysique renouvelée, nous devons faire peut-être un pas de plus que ce qui a été fait. Un peu prétentieux de dire cela. Il ne s'agit pas seulement, comme le disait Heidegger, de contourner la métaphysique de la subjectivité. Il s'agit aussi de désigner un site de dépassement de cette métaphysique de la subjectivité. Et ce site, je l'indique dans la métaphysique du verbe, ce qui ne dit pas une métaphysique de l'objet, ni une métaphysique du sujet, mais une métaphysique de la relation, et non pas des termes. Et c'est ça qui va nous conduire, mais nous le verrons peut-être plus tard, au lien avec la théologie. Mais peut-être qu'un théologien peut déjà réagir par rapport à cette idée que c'est le verbe qui devient central. C'est la relation qui devient centrale pour penser le monde, pour penser le temps, pour penser l'espace. Comment, Ulrich, vous réagissez par rapport à cette métaphysique relationnelle de Jean-Marc Ferry ? Alors d'abord, j'ai été surpris en lisant votre livre et de voir cette métaphysique du verbe apparaître, cette ontologie du verbe, qui en fait, si je comprends bien, permet de tenir le pluriel de métaphysique avec une approche plus singulière peut-être. Parce que la relation se trouve nouée en plusieurs directions, en fait, quand on parle d'une métaphysique du verbe.
elle se trouve liée, elle se trouve nouée dans la direction, je veux dire, entre l'homme et son monde, d'une part, et puis entre les hommes eux-mêmes. Et c'est en faisant circuler le sens entre les différents types de relations, relations il, relations tu, relations réflexives je, que quelque chose comme un monde commun peut apparaître. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que dans cette... mais en même temps, pour un théologien, ça demande à faire l'objet de distinctions nouvelles. C'est comme ça que je dirais les choses. Parce que je vois dans cette double relation, qui n'est pas simplement une relation unitaire dans un seul sens, comme j'ai expliqué, hein, c'est, disons peut-être, la relation de l'homme à l'être, ou de la conscience à l'être, ou l'être venant à sa présence dans la conscience, voilà, on va dire ça comme ça, et puis la relation des hommes entre eux. On voit apparaître deux types de relations que le christianisme a toujours eu soin à la fois de tenir ensemble et en même temps de distinguer. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de très prometteur dans cette métaphysique du verbe. Je fais un saut en théologie, si vous permettez. En théologie, nous disons facilement que lorsque le Christ apparaît, lorsque le Fils est envoyé parmi les hommes, il n'est jamais seul. Il est toujours avec l'Esprit. Et qu'il est impossible de dissocier le Christ de l'Esprit, pourtant nous faisons la distinction. Il y a quelque chose de ça dans la métaphysique du verbe. Il y a à la fois quelque chose du verbe, de ce qui se donne, de ce qui se confie, et en même temps quelque chose d'un réseau de relations qui se passe entre différentes personnes et qui va construire justement le monde commun. Il y a là, me semble-t-il, en tout cas, comme un reflet, je parlais tout à l'heure de vestigium Dei, là j'oserais presque dire vestigium Trinitatis, il y a presque un reflet du Christ et de l'Esprit. Le Christ, en tout cas du don, de la venue de l'être à présence, et en même temps de l'occasion qui nous est donnée par la venue de l'être à présence qui n'est jamais univoque, qui n'est jamais simplement cantonnée à un seul domaine d'une relation, jamais simplement à la relation « il », mais aussi à la relation « tu », à la relation « nous », ou à la relation « je », qui ne se donne jamais donc de manière simplement unilatérale ou univoque. Il y a la possibilité d'une relation entre les personnes constituant le monde. Voilà, d'où l'importance, me semble-t-il, de la raison communicationnelle. Quand on parle de religion du verbe, parce que vous faites cela aussi dans votre écrit, dans votre livre, la religion du verbe, telle que je la vois, en tout cas telle que vous la décrivez, me semble comme quelque chose qui, j'en voudrais dire presque un préambula fidei, un préambule de la foi, mais un préambule de la foi au Christ dans l'esprit, en prenant en compte les deux personnes de la Trinité, c'est-à-dire à la fois de quelque chose qui se donne et quelque chose qui est de l'ordre d'un nexus amoris, d'un lien de l'amour. Voilà comment est-ce que je voudrais réagir à cette question, Antoine, mais me semble-t-il, je crois, suggestif, important, éclairant, de garder cette distinction du don, en direction du don, et en même temps en direction de la communion. Est-ce qu'une psychologue est sensible aussi à cette métaphysique relationnelle qui pose le je, le tu, le il? J'imagine qu'un psychologue est attentif à cette dimension-là. Absolument, c'est même au cœur de notre pratique. Les architectures, on va dire, qu'on retrouve dans le livre de Jean-Marc Ferry, créent la compréhension. Si je reprends la métaphore du tableau tout à l'heure de Giorgio De Chirico, donc on a ce réel et on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre, soit de l'inquiétante étrangeté, soit d'une familiarité qui est là. Et pour accéder à ça, il nous faut une grille de lecture. Eh bien, là, on trouve dans les métaphysiques cette grille de lecture que nous, psychologues, à un autre niveau, d'une manière décalée, mais on en reparlera peut-être parce que je pense qu'on pourrait tout à fait intégrer la méthode, la systématique de Jean-Marc Ferry au travail de la psychologie, et c'est ça le grand intérêt aussi dans la traversée des champs disciplinaires. On utilise, alors en thérapie individuelle ou en thérapie systémique de couple,
par exemple, ce premier point, cette première architecture que vous évoquez, que vous nommez les orientations grammaticales, donc la relation objectivante avec l'utilisation du « il ». Par exemple, un couple, je vais être très pratique, donner un exemple pratique, un couple qui vient consulter en cabinet, il suffit de se mettre à l'écoute des choix pronominaux pour voir quelle est la modalité de la relation. Et on peut travailler à partir d'une relation objectivante « il » à un retour au « je », au « tu », pour peut-être aller vers le « nous ». Et dans la thérapie systémique de couple, partir de cette raison vers autre chose qui est plus de l'ordre de l'union et de la relation donc communicationnelle qui apparaît à travers l'usage du « nous ». Donc là, dans cette première piste d'orientation grammaticale, il y en a d'autres dans le livre, je ne sais pas si on peut prendre le temps d'évoquer la suite, mais déjà c'est un point très pratique qui vient alors de la linguistique, de la philosophie. Pour la petite anecdote, moi j'ai été très contente, j'ai un doctorat en littérature également, et j'ai été très contente de retrouver Gustave Guillaume, qui m'a renvoyé au cours de psychomécanique du langage, et on voit déjà le psycho, donc psychologie, linguistique, tout se recoupe, et la philosophie vient aussi éclairer ça. Et Gustave Guillaume se disait psychologue. Et oui, base. tout à fait, tout à fait. C'est juste. Il revendiquait une approche psychologique, comme il disait, psychologique. Et on en parle très peu de Gustave Guillaume aujourd'hui. Ah oui. Très, très peu. Et donc, dans cette conscience grammaticale, on retrouve, vous évoquiez les orientations grammaticales, mais en deuxième, j'ai pris quelques petites notes parce qu'effectivement, la lecture, tout à l'heure, vous avez dit on va y aller doucement, ça vaut le coup de prendre le temps. Voilà. Progressivement. Le deuxième point, en tout cas, d'application pour la psychologie, c'est ce que vous nommez les registres du discours. Donc, quand on regarde une personne, quand on l'écoute parler, les registres du discours, il y en a 4, c'est narratif, interprétatif, argumentatif et reconstructif. Ça, c'est capital. Voilà. En psychologie, et notamment en psychotrauma, aujourd'hui, une personne avec un traumatisme, on a à disposition ce qu'on appelle la thérapie narrative. On a plusieurs outils thérapeutiques, mais entre autres, la thérapie narrative qui consiste à demander à la personne de raconter son trauma et de le narrer, de le répéter. Mais si on vous suit et qu'on applique les autres registres, c'est ce qu'on fait aussi en psychanalyse, c'est ce qu'on peut faire dans une approche psychothérapeutique, donc de travailler sur l'interprétation, sur le discours argumentatif, et sur la reconstruction, on va accéder petit à petit au syndrome de stress post-traumatique et à la reconstruction, la réparation du trauma. Et ça, c'est ce qu'on retrouve donc dans ce deuxième point. Le troisième, c'est ce que vous appelez les grammaires de l'intelligence, et vous en parliez tout à l'heure, qui a donné un ouvrage en 2004. Oui, en 2004. Qui va reprendre une construction de l'identité grammaticale d'un point de vue, on va dire, vous avez cité iconique, donc c'est les associations d'images telles qu'on les retrouve chez Rimbaud, par exemple, ou la Madeleine de Proust. Indiciaire, c'est votre grammaire 2, donc avec l'imputation de rôle, on voit comment les personnes, en fonction du rôle qu'elles occupent, vont penser différemment, avoir des représentations du monde différentes. Y compris dans les rêves. Y compris, n'en parlons Alors, pas. J'imagine que pour un psychologue... Voilà, tout à fait. Là, Puis les phénomènes de transfert, de déplacement, ça c'est plutôt la deuxième grammaire, celle des indices. Oui. Métonymie, métaphore, oui. Voilà. C'est la première plutôt. C'est vraiment quelque chose qui va constituer notre travail et qui va être au cœur de notre travail thérapeutique. Et puis après, la grammaire 3, syntaxique, donc là, la modalité du discours, l'agencement des mots dans la phrase. Et enfin, cette grammaire 4, critique. Tout ceci constitue un noyau personnel. Et comme une psychanalyse, on pourrait parler finalement de métaphysique ou de métapsychologie d'une certaine manière. On pourrait, il manque un quatrième mode, mais à partir de là déjà, on pourrait déceler l'identité de quelqu'un à travers ce filtre, cette grille de lecture. Et le quatrième mode étant
les modes d'existence. Donc, si vous me reprenez s'il le faut, mais je crois il y a le mode ludique, le mode érotique, le mode des affaires, et puis le mode de la réflexion, le mode plus philosophique. Oui. Et une personne, en fonction de ses moments de vie, va déployer le mode 3, le mode 2, le mode 1. Là, nous sommes en mode 4, par exemple, réflexif. Et puis, tout à l'heure, nous serons chacun dans d'autres rôles, certainement. Et réflexif et reconstructif. Nous essayons de reconstruire le monde. Jean-Marc, comment vous réagissez par rapport à cette lecture, à la fois d'un théologien et d'une psychologue, de vos grammaires de l'intelligence, de votre métaphysique du verbe? J'aimerais réagir aux deux interventions en saluant tout de suite, en remerciant Magali Crozet-Calisto d'avoir aussi magistralement surplombé le paysage un peu complexe de ces différentes systématiques ou architectoniques. En effet, rien n'est oublié, j'en suis très flatté, très touché surtout. Elles se répondent les unes aux autres. Je voudrais simplement dire qu'il n'y avait aucune intention au départ de faire fonctionner le rouet. C'est-à-dire qu'il y avait ça s'est trouvé comme ça, que ça on a attiré des étudiants très avancés, ont attiré mon attention sur le fait que ces grammaires se correspondent. Mais l'intention n'était pas de faire un système comme ça qui tourne tout seul. Mais je m'en suis aperçu par la suite, ce qui est d'autant plus satisfaisant, c'est ça donne quand même le sentiment qu'il y a quelque chose, en effet, à comprendre. Je reviendrai sur l'intervention de Magali, mais je voulais tout de suite la remercier d'avoir donné cet aperçu de l'ensemble de mon travail architectural ou architectonique. Et la métaphysique du verbe, puisque c'est là-dessus que vous avez mis l'accent et sur sa potentialité dans la direction d'une religion du verbe. Je suis pleinement d'accord avec votre analyse. Le geste premier en quelque sorte, dans ce parcours qui irait d'une métaphysique ou d'une ontologie du verbe à une religion du verbe, c'est déjà de situer, ce qui n'a pas été toujours réussi, même si le projet était là, le monde de la vie en tant que monde commun. Et pour y arriver, je pense qu'il y a un échec du côté de la phénoménologie. Pour y parvenir, il me semble indispensable de requérir l'ontologie grammaticale. Parce que, pour le dire simplement, la grammaire, dans son concept bien connu, qui est la grammaire du verbe, si l'on y réfléchit, est fondamentalement le milieu, le médium, qui permet la traduction des langues les unes dans les autres, c'est-à-dire la communication des cultures, malgré la différence des langues. Et c'est surtout, plus fondamentalement encore, ce qui permet le partage de l'expérience de façon à peu près univoque, parce qu'on s'entend sur les rapports au monde, au sens où c'est contraignant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire varier le code. Essayez d'imaginer une quatrième personne pronominale ou un quatrième temps verbal. Bonne chance. Vous voyez, vous vous heurtez là à un transcendantal. Et c'est vraiment une constitution ontologique que nous avons là. Et c'est quelle constitution ontologique? C'est celle du monde commun, parce que c'est ce qui permet le partage de l'expérience. Et si on se réfère, par exemple, à mon héros philosophique avec Hegel, c'est Kant, lui, son projet ontologique, c'était la constitution d'expérience. Je ne méprise pas du tout ce projet, mais il a été fait d'une certaine façon. Mais la question du partage de l'expérience n'est pas la question de la constitution d'expérience. La question de la constitution d'expérience est nécessairement entreprise sous un rapport sujet-objet, mais dans une démarche réfléchissante, du relation-jeu, n'est-ce pas? Bon, le partage de l'expérience vise plutôt le rapport, la relation nous, donc l'intersubjectivité. Et ça, je vous remercie de l'avoir tellement bien situé, montrant que, au fond, le monde de la vie, dans sa vérité que j'ai voulu le développer, c'est le monde des rapports au monde. C'est le monde des rapports au monde, et d'où l'ontologie grammaticale et sa justification comme ce qui nous permet en quelque sorte de
comprendre fondamentalement les conditions du partage de l'expérience. Alors si de là, oui, Jean-Marc, c'est un monde des rapports au monde, comme vous le dites, qui est ternaire. Je pense que ça intéresse aussi les théologiens. Le fait qu'il y ait sans arrêt je, tu, il, sujet, verbe, objet, passé, présent, futur. Il y a une dimension ternaire dans ces rapports au monde. Oui, mais j'ai été, sans le vouloir, obligé d'aller vers un modèle quaternaire. Donc le modèle ternaire est très important, mais le modèle quaternaire est la réflexivité. Enfin, le quatrième moment, et comme l'a d'ailleurs suggéré Madame Crozet-Calisto, c'est le moment auto-réflexif par rapport aux trois, n'est-ce pas? Mais juste encore un mot, cette religion, pour revenir à la religion de l'ontologie du verbe, à la religion du verbe, eh bien, je dirais, la religion du verbe, à mes yeux, elle investit la relation pour elle-même. Et la relation, j'ajoute, la relation, elle atteint sa plénitude, on dirait en langage théologique son plérôme, pas avec l'amour. C'est la relation pure, la relation absolue, l'amour. Et c'est pourquoi je souscris quand vous parlez d'une nexus amoris. Philosophiquement, je me suis arrêté au concept hegelien, spéculatif de l'amour, que je trouve magnifique et qui est à creuser vraiment. Il y a là tout un chantier, tout un travail pour une philosophie de l'amour, en liaison avec tout ce qu'on a dit. C'est de comprendre philosophiquement l'amour comme reconnaissance de soi dans l'autre et de l'autre en soi-même. C'est beaucoup plus profond que la reconnaissance réciproque. Et cette vérité de l'amour comme puissance cosmique, elle a été tenue en archive par la théologie, je dirais un peu cryptée, et l'histoire profane de la métaphysique rationnelle, n'est-ce pas? Eh bien, elle n'a toujours pas rejoint la révélation religieuse par les moyens de sa propre raison philosophique. Donc c'est quelque chose qui, en quelque sorte, reste un petit peu crypté, un petit peu secret, de comprendre ce qu'il en est véritablement de cette religion. Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est un appel du philosophe au théologien? Oui. Alors je souscris pour une part, en tout cas, je pense à une phrase qui ouvre un des derniers livres publiés par un autre philosophe, Emmanuel Tourpe, qui dans un de ses derniers livres sur donation et réciprocité, et qui a justement comme vocation de creuser cette question philosophique de l'amour, commence par cette phrase que je trouve tout à fait symptomatique d'un chantier qui s'ouvre, en fait. Pas simplement pour la théologie, mais je dirais davantage pour le dialogue entre théologie et philosophie. Cette phrase, la voici, c'est « Comment se fait-il que la théologie chrétienne, qui a tant misé, parié, réfléchi, médité sur l'amour, n'ait pas produit une philosophie de l'amour, ou si peu ?» Alors je trouve que cette phrase, alors on laissera à Emmanuel Tourpe la responsabilité de cette phrase, mais en tout cas, elle donne à penser. Elle donne à penser, et je réagis immédiatement sur le caractère cryptique. Parfois, vous disiez tenu en archive, et pas forcément montée, en tout cas réfléchie pour elle-même. Et là, oui, je crois qu'il y a quelque chose de vraiment important. Je voudrais peut-être juste préciser une chose à propos du Nexus Amoris et de cette circulation de sens entre les différents pôles de la grammaire du verbe, si je pouvais m'exprimer comme ça. La théologie n'est pas sans outils, justement, pour travailler cette circulation du sens et pour indiquer des voies de passage. Vous avez utilisé tout à l'heure une expression qu'un théologien repère immédiatement et sur lequel il s'arrête, c'est à peu près univoque. Voilà le terme que vous avez exprimé, tout à peu près univoque. Voilà, je ne vous apprendrai pas évidemment que la théologie a développé un outil épistémologique qui se tient entre l'équivocité et l'univocité, plus proche d'ailleurs de l'univocité, puisqu'elle fait fond d'une doctrine de participation, donc d'une connexion du réel, qui permet d'ailleurs la circulation du sens, et qui s'appelle l'analogie. Le monde commun, le monde de la vie, serait-il analogue ? Au sens scolastique du terme, au sens médiéval du terme. C'est-à-dire, est-ce que notre monde dans lequel nous vivons est analogue à un monde de l'esprit ? Je prendrai juste un exemple, l'espace. L'espace est-il analogue selon qu'on le prend selon une relation il ou une relation nous ou une relation je réflexive ?
En tout cas, le théologien aura tendance à parier sur ce caractère analogue du réel, et qui correspond très bien au fait que le réel soit précisément mystérieux. Et je crois que c'est précisément l'outil que la théologie peut, en tout cas, choisira sans doute avec prédilection pour éviter de tomber dans l'irrationnel à propos de ce monde, et qui permettra cette analogie, alors analogia in mundo, et non pas analogie d'ailleurs, non, analogia circulant dans le monde comme un surcroît de sens, comme une péricorèse pour ainsi dire, comme un écho réciproque des mots envers les autres, et qui permet précisément de tenir, à mon sens, le fait que le monde ne soit pas dépourvu de sens, et qu'il puisse précisément construire un monde commun qui soit le monde de la vie. C'est passionnant tout ça. Alors là, on atteint des cimes théologiques et philosophiques, et je propose que pour la troisième partie de notre débat, on revienne un petit peu vers nos réalités quotidiennes. Jean-Marc, la métaphysique de l'amour que vous présentez, la métaphysique relationnelle que vous développez, cette ontologie du verbe, elle n'est pas déconnectée de ce qui se passe en 2021 dans ce monde difficile, de ce monde de la pandémie, ce monde des conflits politiques et militaires. Vous parlez dans votre livre « Métaphysique, le sens commun au défi du réel » de l'affaire des Gilets jaunes. Vous parlez aussi de l'éros. Cette métaphysique que vous développez, c'est une métaphysique qui s'appuie sur un nouveau rapport au monde où il y a une conscience cosmique, une conscience désirante. Bref, vous ouvrez de nouvelles pages très intéressantes. Vous parlez de la résonance aussi de Hartmut Rosa, le penseur allemand de l'école de Francfort également. Comment finalement cette métaphysique de l'amour peut atteindre le vulgum pecus que je suis, la personne qui cherche à s'orienter par rapport à un monde de plus en plus difficile, de plus en plus tragique, où il y a en plus beaucoup de fake news, où on est quand même noyé dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cette métaphysique peut apporter comme sens existentiel? Vous dites qu'il s'agit de répondre à Heidegger, mais face à la mort, face à la vie, comment répondre? Alors, il y a plusieurs niveaux de discours, comme vous l'aviez dans la tradition d'ailleurs théologique, chacun le sait, et on peut parler d'amour de façon extrêmement simple, et tout le monde comprend. Et puis, il y a aussi tout un travail d'exégèse et aussi d'herméneutique, de réflexion, d'élaboration philosophique pour creuser, comprendre ce qui se joue dans l'amour au niveau de l'identité personnelle. J'aimerais relier ce propos avec ce qu'avait dit Magali Crozet-Calisto, qui m'a frappé à propos de l'identité grammaticale. C'est qu'elle représente au fond le noyau universel de l'identité personnelle. C'est véritablement cela le point qui me paraît important, en même temps que le caractère, et là c'est pour répondre à la question d'analogie, le caractère constitutif, radicalement constitutif de ces relations grammaticales, relations il-instrumentales, relations nous communicationnelles, pour faire simple, et vous avez parlé de la relation je réfléchissante, la relation il objectivante, la relation tu performative, donc il y a ces relations. J'insiste lourdement sur le caractère constitutif pour le réel, pour l'ouverture du réel de ces relations. Ce qui fait que la difficulté est considérablement durcie lorsqu'il s'agit d'accréditer cette idée de l'analogie générale entre les ordres, n'est-ce pas? On l'espère, on le souhaite, mais c'est justement là mon défi d'intelligibilité. C'est justement là le travail totalement inachevé, je le reconnais, de cette métaphysique que j'appelle de mes voeux, métaphysique du présent, voire de l'avenir, mais la seule conviction que j'ai, c'est qu'il faut partir d'une ontologie du verbe pour repenser aujourd'hui. C'est tout ce que je ne dis pas que j'ai réalisé le projet d'intelligibilité, de réconciliation, si je puis dire, des perspectives sur
sur le monde. Voilà. Jean-Marc, Oui. cette métaphysique, en quoi elle nous conduit vers la vie? Alors, encore pour reprendre ce qui avait été dit par Magali Crozet-Calisto à propos de la psychologie, il ne faut pas mettre à l'écart ma systématique des registres de discours, narration, interprétation, argumentation, reconstruction. Dans cet ordre séquentiel, quel fut mon fil directeur? Je me suis posé la question, à quelles conditions peut-on envisager un processus d'autocompréhension ou d'intercompréhension mené à bien. Et je suis parti du modèle de traumatisme de départ, en pensant notamment au traumatisme connu dans l'histoire, évidemment, la Shoah, mais aussi ces personnes qui ont été torturées en Asie du Sud-Est et que les Australiens essayent de récupérer et qui expliquent que la première chose à réussir, et là déjà c'est à moitié réussi, c'est de parvenir à leur faire un récit. C'est-à-dire la narration, c'est ce qui cautérise les plaies psychiques. Et de là, on peut articuler l'interprétation. S'il y a conflit d'interprétation, développer l'argumentation. Et si on veut aller plus loin en profondeur, parce que les raisons qu'on invoque pour justifier une position ne sont pas les raisons pour lesquelles on fait cette invocation. Et il faut aller donc plus profondément dans le registre reconstructif qui est beaucoup plus ouvert au vécu. Et c'est là qu'on s'ouvre vers la vie, justement. Faire comprendre dans ce processus séquentiel, n'est-ce pas, comment retourner, en quelque sorte, vers ce que les gens ont éprouvé au départ, vers ce qu'ils ont vécu. Et donc là, il y a quelque chose qui tient je ne sais pas, enfin c'est comment dirais-je, c'est indéductible, savoir si ces personnes-là seront sensibles à l'appel de l'amour lorsqu'il s'agit de réconcilier. Quelquefois, les conflits sont tels et les violences passées sont telles qu'on aurait tendance à baisser les bras. Pensez à ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple, n'est-ce pas? La réconciliation semble impossible. Mais sauf s'il y a quelque chose qui parle aux gens à ce niveau de l'amour, non pas qu'il s'agisse forcément d'aimer son bourreau, il s'agit d'aller plus loin que cet amour au sens trivial. Donc je ne peux pas en dire plus, mais c'est un projet, c'est un programme. Cette philosophie de l'amour se relie intimement aux gestes reconstructifs. Voilà, c'est ce que... Comment, Magali Crozet-Calisto, vous réagissez par rapport à ça, et notamment sur des questions aussi, puisqu'on parle de métaphysique de l'amour, on parle aussi d'érotisme. Et c'est une question que vous connaissez bien en tant que sexologue, psychologue. Est-ce que ça aide le thérapeute d'avancer dans la direction que propose Jean-Marc Ferry? Oui, alors vous parliez de pandémie et de cette année, donc je vous propose de partir de là aussi. Là, on voit en ce moment, en une année, il y a eu à peu près 15 points d'écart dans les troubles anxieux et les dépressions entre 2020 et 2021. Avant la population, on avait à peu près 10% de troubles anxieux et de dépression. Là, on est à 25% dans les dernières statistiques. Ce sera certainement davantage. 40% de consultations en plus, voire 50% chez les psychologues et addictologues en ce moment. Donc la pandémie a un effet bien évidemment de sidération. Ensuite, elle a eu un effet de distanciation. Les personnes se sont protégées. C'est la fameuse pratique d'autoconservation, la pulsion d'autoconservation. Et je ferai un lien avec Einstein, vu qu'on parlait d'Einstein tout à l'heure. Et aujourd'hui... Ça se traduit comment, juste cette pulsion? Parce que j'ai probablement cette même pulsion. Mais oui, comment ça se traduit? Alors quand on entend le repli sur soi, en fait, c'est ça. On se retranche dans sa bulle. Donc ça peut être un narcissisme exacerbé, un égocentrisme ou alors un isolement. Voilà. Mais c'est avant tout une protection. Une protection face à quoi? Eh bien, face à l'agression extérieure, qu'on peut aussi appeler thanatos, la pulsion de mort. Et les personnes, et ça c'est vraiment pour Einstein, poser la question en fait, en 1932, il posait cette question à Freud, comment faire, en 32, pardon, j'ai dit 39 peut-être. 32. Voilà, en 1932, dans leur correspondance, Freud-Einstein
Pourquoi la guerre? Einstein demandait à Freud comment faire face à la barbarie qui est en train d'arriver, que faire pour calmer les pulsions de mort. Et Freud était bien embêté parce que face à Thanatos, eh bien, il n'y a pas énormément de contrepoids, hormis la pulsion de vie, l'éros. Et entre les deux, on a cette pulsion d'autoconservation. Donc là, concrètement, c'est ce qu'on voit en clinique chez beaucoup de personnes qui sont en train d'essayer de se protéger tant bien que mal pour faire face à cette pulsion de mort, Thanatos. Or, la piste proposée serait le retour à l'éros. Alors, c'est celle que propose Freud, c'est celle que vous évoquiez aussi à l'instant. Le retour à l'amour, le retour à la vie. Alors, il y a plusieurs formes d'amour. En français, on a un seul mot. En grec, il y en a plusieurs. Eros, philia, agapé, etc. Donc, effectivement, je pense que la perspective pour un déploiement de ce qu'on appelle l'homéostasie, donc de l'équilibre et du retour à une forme de bien-être après la pandémie, en passera par cette notion d'amour. Et cette notion d'amour qui peut révéler... Qui commence par l'attention de son voisin, qui commence par des gestes tout simples. Qui va commencer déjà par le pot à pot, pouvoir s'embrasser, pouvoir se serrer la main. Ce pot à pot ou ce moi-pot, comme disait Didier Anzieux, qui est vraiment vecteur d'une conscience de soi, intérieure et extérieure, d'une conscience de l'autre, et d'une conscience du monde. Donc déjà, dans le moi-pot, on retrouve ça. Mais ça peut aussi relever de différentes formes de libido, cette pulsion de vie. Et là, Saint-Augustin avait 3 belles formules. Il a décliné la libido sous 3 formes. La libido sentiendi, qui est la libido des sens, donc l'érotisme. La libido siendi, qui est la libido du savoir, de la connaissance. Donc on peut aller dans un acte de sublimation, comme on dit en psychanalyse, pour pouvoir transformer la libido sentiendi en autre chose, qui est cette soif, cet appétit de connaissance, et qui fonctionne. Et la 3e libido qu'il évoquait était la libido dominandi. Donc on retrouve chez certains hommes politiques, il faut bien le dire, et d'autres également, donc la libido du pouvoir qui permet d'accomplir de grandes choses aussi dans notre société. Et toute cette pulsion de vie qui va se décliner sous différentes formes sera, je pense, un enjeu majeur des mois à venir et des années à venir, quelles que soient les classes d'âge et les populations. Ulrich de Gélis, vous êtes théologien, mais vous êtes prêtre aussi. Donc vous êtes en contact avec la population qui va dans les paroisses et qui vit aussi avec difficulté cette période actuelle. Comment vous réagissez? Est-ce que cette métaphysique de l'amour peut aider, guérir, panser les plaies d'aujourd'hui? Alors, je suis à la fois impressionné par le caractère, effectivement, j'ai envie de dire déprimé des gens que nous pouvons parfois rencontrer dans nos paroisses, sur les parvis de nos églises. En même temps, je suis aussi impressionné par la soif de vie qu'ils ont et qui se traduit par une soif de relation. Je considère presque comme une coïncidence. Et le terme de coïncidence, je trouve, c'est toujours très intéressant, les coïncidences, que ça débloque des ouvertures, ça ouvre des choses qu'on n'avait pas forcément prévu de penser au début, comme 2 silex frappés l'un contre l'autre produisent des étincelles. Voilà la coïncidence, c'est que votre livre Métaphysique au pluriel, qui parle en fait et qui va proposer quelque chose dans l'ordre de la raison communicationnelle, donc le fait que l'on se partage des choses, que l'on se communique des choses, arrive à peu près au même moment où le pape François a publié Fratelli Tutti sur la fraternité universelle et l'amitié sociale. Et je crois que l'un et l'autre ouvrage apportent en tout cas des clés, des clés extrêmement suggestives pour prendre au sérieux cette pulsion de vie. Et j'ai envie de dire, puisqu'il était question tout à l'heure de Paris pour la relation pure, d'avoir un véritable esprit d'ouverture à son prochain. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est écrit cette phrase que j'aime beaucoup, à savoir « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie à recevoir.
fait partie des choses qui sont sans doute absolument nécessaires. Mais la plus grande joie, et c'est dans la bouche de Paul qui lui tient ce propos-là de Jésus lui-même, c'est un des rares propos de Jésus qui ne sont pas dans l'Évangile, il dit non, il y a quand même plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, et c'est une question qui se pose en fait à la pulsion de vie. Pourquoi choisir et pourquoi vivre cette pulsion de vie? Qui recherche-t-on à la fin? Vous savez, puisque vous aviez mentionné Saint-Augustin, je mentionne aussi Saint-Augustin et peut-être les prolongations que l'on trouve chez Saint-Bernard. Il y a plusieurs degrés de l'amour. Et chez Saint-Augustin, qui construit cette œuvre absolument incroyable de la cité de Dieu, en comparant ces deux cités, cité des hommes et cité de Dieu, parle de deux amours qui feront deux cités. La première, c'est la cité des hommes, un amour de Dieu, un amour des hommes aux dépens de Dieu. Et l'on sait que dans l'esprit de Saint-Augustin, cet amour, finalement, risque de déchoir en égoïsme. Est-ce que la pulsion de vie peut-elle se replier sur elle-même? Voilà une vraie question. Et puis une autre question qui est plutôt présente dans la cité de Dieu, qui est un amour ouvert, là pour le coup, pour la relation pure, c'est-à-dire quel que soit, finalement, le surcroît que je pourrais en recevoir. Alors voilà. Voilà ce que j'aurais envie de dire. J'ajouterais peut-être simplement une chose, puisqu'il est question d'amour, et que même si nos vocabulaires en français sont relativement pauvres, le recours au vocabulaire latin ou au vocabulaire grec est beaucoup plus riche. On pourrait parler aussi du vocabulaire hébreu, qui est aussi très riche. Il y a une distinction à faire, me semble-t-il, en tant que théologien, entre agapé et amour. Je suis assez frappé de voir que dans l'histoire finalement de la théologie et puis de la métaphysique occidentale, à partir du Moyen-Âge tardif, on a eu tendance à comprimer la créature en Dieu. On a eu tendance à oublier l'effectivité de l'étang. Et cet oubli-là a produit ce que Heidegger a très très bien compris, l'arraisonnement de l'étang, dont il voit un des spectres les plus épouvantables dans la technique. Eh bien, je crois qu'il faudrait faire attention à ce qu'on ne fasse pas la même chose à propos de l'amour. Il y a un amour humain dont il faut absolument prendre la consistance au sérieux. Un amour ambigu, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est beau, c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut véritablement le prendre en charge. Mais je crois qu'il est important de sauvegarder la distinction entre amour et agapé. Agapé, en tout cas pour le théologien, c'est véritablement une vertu théologale qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Au demeurant, agapé est relativement peu utilisé en grec classique. C'est-à-dire agapé, c'est l'amour du don de soi total. C'est ça. Pas simple. Ça, c'est le dire sous une forme phénoménale, d'une certaine manière. Non, quand on parle d'agapé en théologie ou de charité, caritas, on en parle selon les causes. La cause est de Dieu et la cause est gracieuse. Et la finalité, c'est le retour à Dieu. Évidemment, en rayonnant sur le visage du prochain, puisque Dieu a lié son sort avec le prochain, selon la tradition biblique. Mais je crois qu'il est utile d'entendre cet avertissement de la réduction qui a été opérée par la théologie et par la philosophie après la théologie, à la fin du Moyen-Âge, et qui a eu tendance à surnaturaliser un peu les choses et à vider le monde de sa consistance. Et moi, je crois qu'il y a une véritable expérience de l'amour humain, qu'on peut appeler agapé si l'on veut, mais qui est d'abord et avant tout un amour humain. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Je termine juste par cette petite phrase qui me frappe du théologien Karl Barth, et qui dit à propos des théologiens, les théologiens ne pensent jamais suffisamment de manière profane. Ça, je trouve ça intéressant. Les théologiens ne réfléchissent jamais suffisamment de manière profane. Eh bien, l'ordre de la profanité est un ordre qui est précieux. Au demeurant, la Bible le déclare beau et bon. Alors je crois que là aussi, il y a vraiment quelque chose à réfléchir et à prendre au sérieux. À penser le sacré et le profane ensemble, à cesser de les séparer, à essayer de tenir ensemble. De les distinguer, de ne pas les confondre et de les tenir ensemble. Voilà, c'est ça. Jean-Marc, comment un philosophe réagit à cette approche théologique antinomique, spirituelle? Un philosophe, je ne sais pas, mais je peux vous dire comment moi je réagis. J'aimerais revenir sur ces derniers mots que vous aviez prononcés, amour humain, pensé de manière profane.
en le liant à cette idée qu'il y a plus de joie, ce que vous aviez dit aussi, à donner qu'à recevoir. On pourrait demander à Magali Crozet-Calisto si, à son avis, on peut dire la même chose pour aimer. Il y a plus de joie à aimer qu'à être aimé. Mais dans les deux cas, il y a comme un déséquilibre, comme une asymétrie. Et je crois que le siècle, au double sens du mot, le siècle actuel, est comme pour parler, pour faire écho à l'idée d'un pensée de manière profane, a besoin d'équilibre. Et je pense notamment à ce que disait le père Joseph Wrezinski à cet égard, quand il montrait le caractère opérationnel de l'amour pour accéder au droit, en pensant au quart monde. Les gens du quart monde sont surtout pauvres sur le plan des ressources symboliques pour faire valoir leurs droits. Et s'ils ne peuvent pas aisément faire valoir leurs droits, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas le regard qui les reconnaît et qui leur donne le respect ou l'estime de soi. Et donc, c'est pourquoi le père Joseph en appelait à un amour, mais un amour extrêmement équilibré. Ça m'a beaucoup frappé chez lui, en disant mettre l'autre, donc sous-entendu le pauvre du quart monde, à hauteur de ses propres préoccupations. Il ne disait pas plus haut que ses propres préoccupations. Il ne faisait pas signe vers un amour sacrificiel, surérogatoire en quelque sorte. Mais à l'égard, mettre l'autre à hauteur de ses propres préoccupations majeures, disait-il. Et il insistait, préoccupations majeures. Et c'est ainsi que l'autre pourra se sentir capable de s'organiser, de réclamer des droits. Donc cette symétrie me semble importante si on veut parler dans le siècle, si on veut penser de manière profane et aussi si on veut développer l'idée d'un amour humain, tout simplement humain. Alors, j'aimerais dire aussi que à propos de ce que vous disiez sur l'amitié sociale, sur la fraternité amicale, et l'appel en quelque sorte à la pulsion de vie chez le pape François. Il met l'accent sur cette pulsion de vie et sans vouloir le moins du monde opposer les deux saints-pères, mais nous savons que sa sainteté Jean-Paul II mettait beaucoup l'accent sur la culture de mort. Et donc cette pulsion de vie est comme une sorte de réponse à l'inquiétude de Jean-Paul II. Ce qui m'intéresse en particulier... Qui parlait des martyrs du XXe siècle et qui parlait des tragédies, du totalitarisme. C'est de ça dont vous parlez en faisant référence à Jean-Paul II. Quand Jean-Paul II parlait de la pulsion de mort, il parlait notamment de l'interruption volontaire de grossesse, etc., de tout ce qui était dans les problématiques du toujours actuel, d'ailleurs, liées à la bioéthique. Et puis, justement... cette pulsion de vie, et ce que j'aime beaucoup dans ce cas mis en exergue Magali Crozet-Calisto, c'est effectivement notre vocabulaire est un peu restreint, Eros, et l'amour lui-même, bon. Et ce qui est intéressant de montrer, je la remercie d'avoir mis cela en relation avec mes modes d'existence différenciés, ludiques, érotiques au sens étroit, pragmatiques et philosophiques, c'est que cette libido, comme on l'appelle faute de mieux, cette forme, cette pulsion de vie, eh bien, elle doit s'investir. Elle doit frapper sur tous les registres, pas se cantonner dans la sexualité, par exemple, mais dans le jeu, c'est très important. Dans l'amour, au sens de l'amour sexuel, c'est très important aussi. Mais aussi, comme vous y aviez fait allusion, ces grands capitaines d'industrie, ceux qui s'engagent dans la politique, les affaires. Il y a beaucoup de libido dans les affaires. Et c'est remarquable ce qu'a dit Max Weber sur cette origine du capitalisme, avec cette éthique protestante. C'était pas pour eux, c'est pas pour mettre de l'argent dans leur poche, c'était pour faire des choses. Et puis il y a évidemment cette libido qui s'investit dans la pensée et qui a construit les plus grandes œuvres de l'esprit. Donc il faut bien élargir ce concept et bien montrer comment il frappe sur les 4 dimensions, ludique, érotique, pragmatique et noétique ou philosophique, comme on voudra dire. J'ai une question. Jean-Marc Ferry,
on avait commencé notre réflexion au Collège des Bernardins sur la question quel nouveau paradigme pour une société juste, à partir de la situation assez angoissante que traversait la France il y a 2 ans, l'affaire des Gilets jaunes. Il y a quand même une grande partie des Français qui étaient mécontents, qui manifestaient chaque samedi. Il y a eu un moment d'inquiétude, je crois, au mois de novembre 2019, que tout ça se transforme en guerre civile, ou en tout cas en guerre larvée. Et puis il y a eu un grand débat national, et petit à petit, les gens ont commencé à se parler, à dialoguer, et à se dire qu'il faut tenir ensemble à la fois les objectifs écologiques et les objectifs de justice sociale. Votre réflexion sur la métaphysique, elle est apparue dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, elle se croise avec une réflexion que vous avez sur les questions européennes aussi, parce que pour vous, la politique française, elle doit se coupler avec une politique de souveraineté européenne plus large. Comment, finalement, votre approche philosophique est en mesure d'apporter des lumières au pouvoir public, à ceux qui nous gouvernent, pour essayer d'avancer dans un sens de plus de justice sociale, d'écologie, d'épanouissement, de souveraineté. Comment vous connectez cette approche et philosophique et politique? Comme vous l'avez dit, en effet, deux versants, de volets dans mon travail. Il y a un volet de théorie politique et qui met l'accent sur la question européenne. Et puis il y a ce volet, entre guillemets, métaphysique, n'est-ce pas, fondamental. Il y a nécessairement, puisque c'est une seule personne qui réfléchit, non seulement des ponts, mais certainement des relations internes entre ces deux, mais sans vouloir cliver, n'est-ce pas, les objets sont différents, avec un langage différent, de sorte que je ne cherche pas spécialement à faire des ponts, mais il n'empêche que dans le cadre de ce livre sur les métaphysiques, eh bien, je n'ai pu retenir mon intérêt pour cette actualité dont vous parlez. 2 grandes actualités, c'était les Gilets jaunes, oui, et puis la pandémie, le coronavirus et la gestion de la crise sanitaire et tout le clivage que ça a pu entraîner. Deux grands clivages, au fond. Ce clivage sociopolitique et puis un clivage peut-être plus idéologique en ce qui concerne la crise actuelle. Voilà, que dire ici, mon approche étant ici très philosophique et délibérément, donc je ne dis pas les mêmes choses que ce que je dis dans un livre qui est paru il y a peu de temps d'ailleurs, comment peut-on être européen, pour paraphraser Montesquieu à propos du persan. Donc, ce n'est pas les mêmes propositions dans ce livre sur l'Europe. Comment peut-on être européen? C'est un livre qui est déjà sorti. Oui, qui est sorti chez Kalman Levy il y a maintenant 1 an. Mais donc là, j'attaque frontalement les questions politiques et même dures, économiques. Surtout l'économie, la question du système en zone euro que je ne suis pas le seul, après Gaël Giraud, j'estime pathologique. Et pour les raisons que je développe. Mais donc, je fais des propositions qui sont très concrètes, constructives, parce que je ne veux pas m'en tenir à la dénonciation d'un système, etc. Ce n'est pas ça mon propos, c'est de développer des propositions constructives ou résolutives, mais très concrètes. Tandis que là, ici, je vais analyser la pathologie. Non pas que je considère que les gilets jaunes soient dans la pathologie, mais il y a une pathologie liée à la crise elle-même. Et c'est pourquoi je propose une approche que j'appelle sémiotique, puisque je me sers au fond de ces grammaires de l'intelligence, et en particulier des grammaires premières, qui sont celles des associations d'images, la grammaire évocationnelle, et des imputations de rôle, ou la grammaire imputative. L'une reposant, la première sur l'icône, et la deuxième sur l'indice au sens de Charles Sanders Peirce. Et la thèse, pour le dire très simplement, c'est qu'il serait intéressant, au-delà des analyses sociales et politiques, qui sont économiques, qui sont également fort utiles, c'est de
de montrer que le problème ou la pathologie vient de la perte de repères sémiotiques, de l'environnement de ces personnes qui ne reconnaissent plus leur monde. Donc c'est ce qu'on appelle primairement l'aliénation. Le monde devient étranger à eux. D'où les syndromes que l'on stigmatise, à mon avis, bêtement, superficiellement, communautarisme, conspirationnisme, populisme, etc. Une attitude, j'oserais dire, de bourgeoisie louis-philipparde, que je ne nommerai pas aujourd'hui parce que nous sommes dans l'actualité politique et je ne veux pas polémiquer. Mais c'est une attitude de mépris. La société du mépris s'agence sur ce genre de regard, n'est-ce pas? Et il est important d'essayer de comprendre comment ces personnes se sentent déboussolées. Pas seulement par la mondialisation, il y a aussi d'autres phénomènes qui vont avec, n'est-ce pas? Et donc j'invite, enfin j'appelle à étudier la question du point de vue des signes qui constituent un contexte, le monde environnant ou mouvette, qui font que les gens ne se reconnaissent plus. Ils ne reconnaissent plus les signes familiers. Ils ont perdu toute familiarité avec leur environnement. Ils ne reconnaissent plus dans les mesures qui sont prises, etc. Et la façon dont se produit l'histoire, le monde, ils ne reconnaissent plus leurs propres intentions, leurs propres volontés. Tout leur semble tomber du ciel. Donc ils ne peuvent plus se réapproprier leur espace normatif. Un sentiment d'aliénation très puissant qui fait qu'effectivement, il peut y avoir des exactions, mais ce n'est pas les gilets jaunes qui sont en cause. C'est les formations très politisées, extrémistes, qui tirent parti de toutes les manifestations, que ce soit celles des gilets jaunes ou n'importe quelles autres. L'actualité récente nous l'a montré avec la CGT, pour, dirais-je, fausser complètement le jeu de la revendication. Donc Jean-Marc, vous rejoignez finalement Paul Ricoeur, qui à la fin de sa vie développait une philosophie de la reconnaissance. Ben bien sûr, nous sommes très bien entendus, Paul et moi, sur ce terrain de la reconnaissance. Il écrit un ouvrage qui s'appelle « Parcours de la reconnaissance ». Et puis, je dois vous dire que j'avais aussi, quand j'ai rejoint Habermas sur son appel à l'université Goethe de Francfort, c'était là il y a bien longtemps, dans les années 87-8 par là, j'ai rencontré à cette époque son assistant, Axel Honneth. Et donc il travaillait sur, comme moi, nous travaillons, c'est une coïncidence, sur les mêmes textes de Hegel de la période de Iéna, avant la phénoménologie de l'esprit, donc sur les deux philosophies de l'esprit en particulier. Et là, il était évidemment question de comprendre dans le détail le mécanisme de la reconnaissance réciproque. Et donc nous avons travaillé ensemble sur la question de la reconnaissance, la lutte à mort pour la reconnaissance chez Hegel, mais en partant de la rencontre des sexes, de l'amour, de l'enfant. Enfin, il y a tout un trajet chez Hegel. Évidemment, c'est Hegel, n'est-ce pas, jusqu'à l'État. Donc c'était tout à fait passionnant, même fascinant, dirais-je. Et puis, donc, Axel a sorti sa thèse qui s'appelle « La lutte pour la reconnaissance », qui était publiée aux éditions du CERF, et c'est une bonne chose. Et puis, j'ai l'impression que Paul Ricoeur a été un peu provoqué, en quelque sorte. Et il s'est dit, oui, il faut vraiment faire quelque chose thématiquement sur la reconnaissance. Voilà. Et donc, nous avons discuté, pas seulement, le lien avec Ricoeur, c'est pas seulement la reconnaissance, c'est la reconnaissance reliée à la question des registres de discours. Et nous avons toujours été un petit peu en discussion dans différents endroits de l'Europe, d'ailleurs, que ce soit à Madrid ou à Genève ou ailleurs, parce que lui me semblait trop donné exclusivement à la narration et je lui disais modestement qu'il était important de déployer les registres de discours, pas seulement narration, mais interprétation, argumentation, reconstruction. Et puis oui, alors il est allé jusqu'à développer un concept d'hyper-narrativité, comme il disait, où là, du coup, la reconstruction était englobée. Ce qui fait qu'on s'est serré la main. Voilà, donc ça c'est la petite histoire. Non, mais c'est passionnant. Ulrich, comment vous réagissez par rapport à cette théorie de la reconnaissance qui permettrait aux uns et aux autres d'être entendus, écoutés? Est-ce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, d'un sens de l'altérité, mais aussi un sens de la reconnaissance?
Oui, l'altérité est quelque chose à la fois de très simple et en même temps, j'ai envie de dire, de très complexe. C'est-à-dire que c'est véritablement un parcours. Euh, et donc, ça me semble difficile, en tout cas, de réduire l'altérité à simplement une question. Euh, je dirais, je pense à la fois aux bénédictions, notamment dans l'écriture, qui sont déjà une forme en fait de reconnaissance. Et de recevoir ces bénédictions me semble quelque chose effectivement d'important. En même temps, l'altérité ne s'achève pas là. C'est vraiment un process qui est assez long et qui demande de passer, à mon sens, par plusieurs phases pour arriver véritablement à une reconnaissance absolue de ce qui peut être une véritable altérité. J'ai toujours un peu tendance, je suis assez frappé en fait, pour prendre juste un exemple, par l'évolution du concept de justice. La justice ancienne, c'est comment est-ce que je dirais ça ? C'est de donner à autrui ce qui lui est dû. La justice actuelle, c'est que l'on me donne à moi ce qui m'est dû. Est-ce qu'il y a un concept de justice qui est préférable à l'autre ? Je ne suis pas sûr. Et sans doute qu'il y a quelque chose qui doit se passer comme dans une dialectique en fait, entre ces deux concepts-là. Mais je me semble, et en tout cas c'est peut-être un peu ma crainte, que si jamais on donne unilatéralement la préférence au concept contemporain de justice, moderne, de justice, de reconnaissance absolue de ses droits, de ses machins, etc., la question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on ne finit pas par promouvoir une société victimaire, par exemple ? Enfin, en tout cas, c'est une question. En tout cas, moi j'ai une question aussi. Du coup, tout à l'heure, je parlais de l'affaire Suzanne Halimi. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Ça fait débat aujourd'hui. La communauté juive, mais pas simplement, est scandalisée par le fait qu'il y a un assassin, il y a un attentat qui est manifestement antisémite, et la justice dit cette personne est irresponsable, on ne peut rien faire. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Je ne connais pas le dossier très précisément, donc, et puis voilà. Donc c'est pour moi très difficile de. Oui, mais pour moi c'est difficile de réagir comme ça sur un dossier que je ne connais pas suffisamment. Enfin, je veux dire, il faut rendre justice, c'est-à-dire qu'il faut rendre la justice à qui lui est due. Ça, c'est quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qui, à mon avis, les sociétés humaines ne fonctionnent pas comme celle-ci. Mon sens n'est pas de dire qu'il faut privilégier un type de justice par rapport à l'autre. Je dis simplement que l'accentuation unilatérale sur l'un des deux concepts de justice aux dépens de l'autre, à mon sens, c'est quelque chose d'un peu court. Très bien. Magali Creuset-Calisto, comment vous réagissez sur ces questions de reconnaissance, d'altérité, là encore, ça fait partie de votre ADN. Alors, de mon ADN et de ma formation, voilà. J'aimerais rebondir sur les Gilets jaunes. Ce qu'on voit effectivement aujourd'hui, c'est ce terme freudien qui a été très utilisé, mais c'est cette inquiétante étrangeté dans notre société. Et à partir du moment où l'inquiétante étrangeté prend le pas, donc en fait c'est une certaine part de mystère, mais qui devient obscure, qui révèle les parts sombres de l'être humain. Donc les Gilets jaunes viennent questionner et viennent révéler, je pense, ce qui se passe dans notre société actuellement. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette inquiétante étrangeté qui est en train d'imprégner toute notre société ? La pandémie, évidemment, on a rajouté une couche, si je peux me permettre de parler comme ça. C'est-à-dire que la France, d'ailleurs, est le deuxième pays à consommer au niveau mondial des anxiolytiques à grande dose. On arrive tout de suite après le Brésil, donc deuxième pays de consommateurs. On voit que les addictions ont fortement augmenté aussi depuis quelques mois. Donc, il y a la principale addiction en France, c'est quoi ? Alors, il y a le tabac et l'alcool, voilà, qui sont deux substances autorisées légales.
Et ce sont vraiment celles qui causent le plus de dommages. Bien sûr que toutes les addictions, eh bien, qu'elles soient comportementales ou avec des substances, sont une vraie souffrance pour les personnes, parce que n'oublions pas que l'addiction est une maladie. C'est pas une question de volonté. L'addiction, c'est quand justement vouloir n'est plus pouvoir. Entre autres, c'est l'un des critères. Et donc, quand une société a peur, quand on voit qu'elle ne sait plus comment faire avec cette inquiétante étrangeté, eh bien, il y a effectivement soit des remises en question. Là, ce qu'on voit principalement, c'est un sentiment de révolte depuis quelques temps, versus une décompensation psychique, dépression, troubles anxieux, voire basculement dans les psychoses et comportements paranoïdes très forts. Donc, on est à un moment charnière où effectivement, s'il n'y a pas quelques solutions, comme on en parlait, on évoquait l'amour, par exemple, ou tout simplement la confiance, des valeurs fortes dans notre société, qui vont pouvoir être remises un petit peu dans la relation communicationnelle, eh bien, un schisme risque d'apparaître. Et la métaphysique aussi, puisque notre débat, c'est oui. Faut-il réhabiliter la métaphysique? Est-ce que, justement, d'avoir une approche un peu plus complexe, un peu moins positiviste, un peu moins scientiste, un peu plus ouverte à l'esprit, et donc un peu plus cohérente, ne permettrait pas aux uns et aux autres de vaincre tous les troubles, toutes les difficultés, toutes les souffrances qu'ils traversent? Alors, d'où l'intérêt, et c'était tout l'enjeu de mon propos aujourd'hui, de dire que oui, l'approche métaphysique aujourd'hui n'est pas un retour au passé, c'est pas une réactualisation, et notamment à travers l'approche de Jean-Marc Ferry, qui est une synthèse sur plusieurs décennies, donc avec les puissances de l'expérience, les grammaires de l'intelligence, etc. C'est vraiment une approche qui permet d'ouvrir des nouveaux champs de représentation du monde et de sortir d'une forme de rationalisme dogmatique, on va dire, ou de technicisme face à une approche plus animiste d'une certaine manière, en tout cas. Plus animiste. Pourquoi pas en tout cas, voilà une approche différente qui va permettre de redonner de la confiance. La confiance vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de ce qui nous semble inconnu, mais qu'intuitivement, on pressent. Donc c'est ça aussi. Ce qui est vecteur d'angoisse, c'est ces intuitions pressenties sur lesquelles on ne met pas de mots et qui finalement créent un côté anxiogène, psychique, physique et sociétal. Un mot de conclusion, Ulrich de Gélis. Faut-il réhabiliter la métaphysique? Ma réponse est oui, bien entendu, qu'il faut réhabiliter la métaphysique. Dans le sens, en tout cas, pour reprendre une intuition que j'ai trouvée vraiment très forte et à mon sens très, très suggestive de ce livre, du livre de Jean-Marc Ferry, Métaphysique au pluriel, ce que je trouve très intéressant dans cette entreprise de réhabilitation de la métaphysique, c'est qu'elle permet la circulation du dialogue. Et à mon sens, nous ne pouvons plus vivre dans nos silos d'une certaine manière. Il est véritablement important que nous apprenions à dialoguer les uns avec les autres. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'avoir nos opinions. Par contre, le déni de dialogue, comme dans votre livre sur Qu'est-ce que le réel, la petite chanson chantée par les enfants en disant je fais ce que je veux, enfin, ou alors celui du sceptique, je pense que ce que j'ai envie de penser, tel est mon désir. Ces attitudes de repli solipsiste en fait, sur soi, à mon sens, doivent être impérativement dépassées. Alors, promouvoir une métaphysique dialogale, promouvoir une métaphysique dans le dialogue, me semble être une promesse très belle que vous nous offrez, Jean-Marc Ferry. Merci beaucoup. Et le théologien que je suis, en tout cas, serait avide de pouvoir continuer des dialogues comme celui-ci entre différentes disciplines, entre théologiens et philosophes, parce que je crois que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, et moi le premier. Merci beaucoup. C'est donc une métaphysique écuménique, une métaphysique du dialogue. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Magali Crozet-Calisto, le mot de la fin. Alors, je ne peux que rejoindre les propos d'Ulrich de Gélis. Oui, évidemment. Pourquoi? Pour modifier les regards et nos représentations assez anxiogènes, il faut le dire actuellement, sur notre société. Pour lutter contre toute forme de barbarie, je disais tout à l'heure en reprenant le mot d'Einstein,
réenchanter le monde, pour reprendre le mot des surréalistes. Et puis, finir là-dessus, Walter Benjamin, dans un de ses livres écrit en 1917 sur le programme de la philosophie à venir, disait que la philosophie associera rigueur et profondeur et se déploiera sur un genre systématique. Eh bien, je crois que, voilà, nul doute, avec les métaphysiques de Jean-Marc Ferry, eh bien, on en a la meilleure des représentations contemporaines. C'est un grand honneur, merci. Donc, oui, la métaphysique sera ou ne sera pas en 2021, en tout cas, elle l'est. Merci beaucoup. Moi, j'aurais encore voulu dire beaucoup de choses sur ce livre. Il y a une phrase que j'aime bien, la référence à la vérité est ce qui fait lien entre la raison et la foi. Et dans un monde qui cherche tellement, qui est tellement noyé par cette post-vérité, ce que vous apportez est tout à fait enthousiasmant, Jean-Marc Ferry. Donc j'espère que nos auditeurs auront apprécié ce débat, auront envie de lire ce livre publié au CERF, Métaphysique, et auront envie de venir au Collège des Bernardins pour suivre les débats que nous avons. Merci à tous nos auditeurs.